Vous avez travaillé à l'ONU sur le rôle des compagnies privées militaires et de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous avez fait à l'ONU? Oui, oui, oui. Écoutez, l'ONU, il avait pris des décisions pour contrôler les mercenariats à fin du siècle dernier, 1989 ou quelque chose comme ça. Mais à partir du moment qu'il y a eu le collapse de l'Union soviétique et le mur de Berlin qui a éclaté, alors il y a une globalisation de l'économie. Il y a beaucoup de ces mercenaires qui ont, parce que l'instrument qui a été fait par l'ONU criminalisait les mercenaires. Alors ces compagnies, ils ont commencé à s'appeler Private Military Companies, c'est-à-dire dans les années 90, avec les conflits en Afrique. Ça, c'était pour éviter d'être criminalisés. Exactement, pour éviter, ils sont devenus des compagnies commerciales, pour éviter les stigmas des mercenaires au niveau mondial. Et alors, ils ont commencé à avoir énormément de succès et de business dans toutes les guerres en Afrique du Sud, Namibie, Angola surtout, Sierra Leone. Et alors l'ONU en 2005 a créé un groupe indépendant, d'experts indépendants, pour s'occuper de ces problèmes, des mercenaires et des compagnies privées de sécurité militaire. Et alors, le travail qu'on a fait, c'est de voir qu'est-ce qui faisait ces compagnies. Et les conclusions, c'est qu'on arrivait à dire, il faut, les 5 experts, qu'on était des 5 régions du monde, il faut faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas de contrôle. Ils sont des compagnies qui s'auto-régularisent elles-mêmes, mais ils n'ont pas de contrôle. Alors il faut faire quelque chose. Et on ne peut pas dire, on les met à l'écart parce que c'était un big business et on ne pouvait pas dire, on va les criminaliser aussi, et parce qu'ils avaient trouvé les moyens de dire on est des compagnies privées, etc. Et ces compagnies-là, elles sont situées où? Surtout, les 70% ils sont situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça, c'est les gros. Mais il y en a un peu partout. En Afrique du Sud, il y en avait beaucoup. Mais l'Afrique du Sud avait pris quelques mesures pour les criminaliser et pour les régulariser ou les contrôler. Alors, ce qu'on a fait, on a dit il faut faire un instrument, puisqu'ils sont en dehors de tout contrôle, et avec la convention qu'il y avait des mercenaires, on ne peut pas les contrôler, parce que ce sont des multinationales. Alors on va faire un instrument, on va proposer un instrument. On ne peut pas faire l'instrument nous, mais on peut proposer, et on a rédigé tous les articles, justement, qui touchaient à la souveraineté des États. Et on a dit, et ces compagnies, ils peuvent faire quelque chose, si les États ils veulent faire des contrats avec elles, pas seulement les États, mais il y avait aussi les Nations Unies, les ONG, etc. C'était vraiment, ça avait explosé la business. Et alors on a fait un instrument international et on a proposé aux Nations Unies de l'adopter. Et depuis, on a fait ça jusqu'à 2010. Moi, je suis parti, le groupe est parti parce qu'on peut faire seulement 6 ans. Et après, il y a d'autres experts qui prennent la relais. Alors, nous, on a fait jusqu'à 2011. Et en 2010, on a proposé aux Nations Unies cet instrument international pour contrôler et régulariser les activités des compagnies militaires et de sécurité privées. Et depuis, ils sont en train, les États, de négocier. Mais parallèle à notre création en 2005, quand ils ont vu que la question était sérieuse et qu'ils allaient être contrôlés, parce qu'on faisait des rapports en disant qu'est-ce qui faisaient ces compagnies aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale et au Conseil des droits de l'homme, ils violent les droits de l'homme partout, mais pas seulement les droits de l'homme des autres, mais même pour ceux qui travaillent, ils le violent aussi. Alors, il faut les contrôler. Je pense qu'ils recrutent beaucoup dans les pays en développement. Hein? Ils ont commencé avec donner des gros salaires pour attirer les Américains, les Britanniques, les Sud-Africains, etc. Tous c'est du Commonwealth,
Canadiens, les Australiens. Mais là, ils ont vu que c'était beaucoup meilleur marché d'aller dans des pays comme l'Amérique latine, où ces militaires et ces policiers avaient été entraînés très très bien, parfois par les Américains, et c'était meilleur marché. Alors ils ont commencé par les continents sud-américains, et après ils ont vu qu'ils pouvaient aller encore meilleur marché que ça, et ils ont commencé à prendre des gens de Fidji, des pays asiatiques, des pays de l'Est, parce qu'il y avait beaucoup de pays de l'Est qui étaient à cause de la diminution des armées. Alors ils étaient libres et alors ils s'engageaient. C'était meilleur marché que les Américains ou les Britanniques ou les Canadiens. Et ils sont allés jusqu'à la fin. Maintenant, c'est les Ougandais et les Africains parce que c'est les meilleurs marchés. Voilà, ça c'est arrivé là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2005, quand nous avons été créés, il y a un autre, parallèle à notre mandat, les associations qui avaient ces compagnies privées militaires et de sécurité se sont mis d'accord avec quelques pays pour lancer un autre mouvement d'être régulé, c'est-à-dire de donner un peu de légitimité à ces compagnies. Et ils sont, parallèlement, ils ont créé des instruments avec les États-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni, et deux associations, une britannique et une américaine, qui registraient à peu près le gros de ces compagnies privées militaires. Et alors ils sont arrivés à faire un International Code of Conduct, un code de conduite internationale. Voilà. Et maintenant, c'est qu'on arrive maintenant à 2013 et ils ont créé une association justement pour dire qui veut être dans cette association, il faut payer et les États ils vont payer. Et cette association, elle va être en Suisse. Elle va être, le siège, ça va être en Suisse. Et il y a déjà 659 compagnies. Et des 659 compagnies, il y en a énormément de ces compagnies qui ont violé les droits de l'homme. Vous avez Blackwater qui a changé de nom, vous avez Triple Canopy, vous avez Executive Outcomes qui a changé 3 fois de nom et maintenant c'est Aegis. Vous avez DynCorp qui a violé les droits de l'homme avec un contrat des Nations Unies dans les pays des Balkans, pendant la guerre du Balkan. Et il y a un film extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu, le Whistleblower, qui relate ces violations des droits de l'homme, c'est-à-dire les trafics d'êtres humains. Et ça, c'était avec un contrat des Nations Unies. Et ils n'ont jamais été sanctionnés. Ni Blackwater, ni DynCorp, ils n'ont jamais été sanctionnés. Et pourquoi c'est en Suisse le siège social? Est-ce qu'il y a un lien avec l'ONU? Ben, ces compagnies, ce qu'ils cherchent maintenant, parce que le cartel a été établi, et ce qu'ils cherchent, c'est surtout avoir les programmes des Nations Unies et de toutes les institutions spécialisées, parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas très légitimes, et nous, quand on était là, on a critiqué l'ONU d'engager ces compagnies privées, jusqu'au point que moi je me souviens d'une conversation avec un autre fonctionnaire des Nations Unies qui était dans les procurement, c'est-à-dire les achats, et j'ai reproché, j'ai critiqué qu'il y avait des compagnies privées comme ça dans la liste des compagnies sous l'ONU qui pouvaient être engagées. Et la réplique qu'il m'a donnée, mais est-ce qu'ils ont été, il y a un jugement ou quelque chose les condamnant? Et c'est vrai, ils n'ont jamais été condamnés. Mais maintenant, les Nations Unies, de leur part, ils ont cherché aussi à être plus crédibles pour engager ces compagnies privées. Et ce qui va donner une légitimation, elles ne sont pas légales, parce qu'ils sont en dehors des Nations Unies, mais ça les légitime pas mal. Et là, ils ont fait comme un guideline dans quelles circonstances on peut
on peut donner des contrats à ces compagnies privées, militaires et de sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de juillet, ce mois-ci, je crois que c'est le 31 juillet, il y a une réunion à très haute sphère aux Nations Unies à New York, justement pour cette question-là. Dans quelles conditions ils ont fait les guidelines, et maintenant ils proposent ça. Et de l'autre côté, il y a cette association, ce cartel, qui va être définitivement consacré au mois de septembre. Ils ont déjà combien il faut payer les compagnies, combien ils s'attendent d'argent des États qui sont intéressés. Il y a la Suisse qui a donné déjà 300 000 $ ou 400 000 $, le Royaume-Uni qui a donné aussi un chiffre comme ça, et les compagnies devront payer et ils attendent d'avoir des bénéfices. Il y a, comme je vous disais, il y a déjà 659 compagnies. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de critères pour les accepter. Mais avec cette association, ils disent on va les contrôler, mais les contrôleurs eux-mêmes, ils se contrôlent. C'est-à-dire que c'est les compagnies et les gouvernements qui sont intéressés. Et qui est à la tête de ce cartel-là? Ben, les associations et les pays qui sont intéressés. Les pays qui sont intéressés, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie aussi qui va donner de l'argent, et la Suisse, parce que la Suisse, elle tient tout le droit international humanitaire, c'est-à-dire les conventions de Genève. Alors il faut que dans les conventions de Genève, ces compagnies, ils peuvent aussi, du moment ils peuvent intervenir, du moment qu'ils ne sont pas directement, ils ne prennent pas part au conflit. Mais ça, c'est une notion très vague. Ouais. Parce que par exemple, vous avez les chauffeurs qui amènent des munitions ou qui amènent des choses et qui ne sont pas directement impliqués dans les conflits, c'est-à-dire ils ne font pas avec une arme, ils ne vont pas contre les rebelles dans un conflit armé, mais où s'arrête le conflit d'être impliqué directement dans les conflits. Ça, c'est une notion très vague qui n'est pas définie dans les droits internationaux humanitaires. Et c'est pour ça que, naturellement, la Suisse est très impliquée pour ça. Mais aussi, et ça, je vais vous donner une nouvelle qui n'est jamais sortie dans la presse, parce qu'en 2004, l'ambassadeur suisse qui était à Bagdad était gardé par des employés de ces compagnies privées, des Sud-Africains. Alors, à un moment donné, ces employés, ils étaient en vacances, ils ont décidé de joindre des mercenaires pour faire un coup d'État en Guinée équatoriale. Ça s'appelait Meteoric, je ne sais pas quoi, pour la compagnie sud-africaine. Et alors, ils ont été vraiment pris dans l'intention de faire le coup d'État en Guinée équatoriale. Et là, c'était mal vu que l'ambassadeur suisse était gardé par ses employés. Et parce qu'il faut quand même garder un certain prestige et donner la légitimité à ces compagnies. Mais il y a les deux associations les plus puissantes, c'est l'association qui est aux États-Unis et qui a changé son nom, parce qu'avant c'était International Peace Operations Association, maintenant c'est International Stability Organization Association, parce ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des contrats des opérations de la paix, parce que c'est des milliards de dollars. Et apparemment, les Nations Unies sont maintenant beaucoup plus ouvertes avec une guidelines qu'ils ont adoptées et qui vont discuter au mois de juillet à New York. Et l'association, elle va être lancée au mois de septembre.